Ici Satou. Avec l'avènement des intergiciels, il est devenu courant de sortir des jeux sur plusieurs plateformes. Mais avant cela, il était très difficile de passer des ordinateurs de bureau aux consoles portables. Seigneur Kuro, désolé d'arriver au milieu de la nuit, le Lilil. De retour chez nous, j'ai revêtu mon déguisement de Kuro et utilisé le sort de magie spatiale, Retour, pour me rendre au manoir du Lierre. Je voulais savoir s'il était possible d'adapter la recette de potion de Veria que j'avais apprise chez le baronnet Dukeli afin de la préparer avec des tablettes de transmutation humaine. La jeune fée de la maison, le Lilil, est venue m'accueillir, alors je lui ai dit que j'utiliserais le laboratoire au sous-sol. Je vais le préparer tout de suite. Le Lilil s'est précipité. Elle semblait d'humeur enjouée. Alors que le Lilil partait, une autre fille est apparue à sa place. Seigneur Kuro, vous êtes de retour. Mademoiselle Eleuthérina, la noble blonde, arborait un air de joie évident sur ses beaux traits. Elle séjournait au manoir du Lierre depuis que je l'avais sauvée des pillards. Issue d'une famille noble, toute rumeur selon laquelle sa pureté aurait été compromise par des pillards la déshonorerait, elle et sa famille. J'attendais que la situation s'apaise avant de la libérer, elle et ses camarades nobles. Ah oui, j'ai une question pour vous. Je ne voulais pas la forcer à rester là à me parler, alors nous nous sommes assis dans le salon du bureau. Comme elle était la petite fille du marquis Kelton, je l'ai interrogée sur les rumeurs que j'avais entendues la veille chez le baron. Seigneur Kuro, mon grand-père ne commettrait jamais une telle trahison. En êtes-vous sûr? Grand-père vénère la famille royale, puisqu'elle descend directement du grand roi ancestral Yamato. Il n'est donc pas seulement loyal, il les vénère? Ce n'est pas le genre de personne avec qui j'aimerais être ami. Est-il possible qu'il ait été contraint d'obéir à des méchants parce qu'il t'avait pris en otage? Pas du tout. La voix d'Eleuthérina était faible. Grand-père se rangeait du côté de la famille royale, même contre ses propres enfants ou petits-enfants. C'est assez extrême. C'est la façon de faire de la famille Kelton. La noble blonde était issue d'une branche de cette famille, mais elle semblait néanmoins fière de leur nature. Grâce à cela, notre famille a gagné une grande confiance de la part de la famille royale, et nous avons commandé l'armée du roi pendant des générations. Eleuthérina savait discerner les caractères. Il devait y avoir plus qu'un simple parti pris personnel en jeu pour qu'elle déclare cela avec autant d'assurance. Si tu t'inquiètes pour eux, aimerais-tu retourner à la capitale royale? Non, merci. Quelqu'un comme moi ne serait pas d'une grande utilité de toute façon. Elle secoua la tête, mais elle avait l'air inquiète. Pourquoi n'y vas-tu pas? J'allais lui suggérer d'aller voir sa famille, mais on frappa à la porte. Seigneur Kuro, c'est Tifalisa. Entrez. Tifalisa entra, ses cheveux argentés ondulant à peine au-dessus de ses épaules, encadrant son beau visage et son regard perçant. La lumière de la pièce semblait baigner ses douces boucles. Bien que n'atteignant pas tout à fait la beauté de Lulu, sa beauté était néanmoins incroyablement captivante. Voici les livres de compte des stands de nourriture et autres petits boulots. Elle me tendit un registre recensant le travail des jeunes filles secourues qui vivaient actuellement dans des immeubles du centre-ville. Ses cheveux étaient couverts de poussière. Elle devait venir du passage souterrain secret qui reliait les immeubles du centre-ville à un endroit proche du manoir du Lierre. Le passage était creusé avec des pièges et renforcé avec des murs et de l'argile dure, je n'étais donc pas surpris que les gens se salissent un peu en le traversant. Si mon nouveau sort d'objet de pierre s'avérait utile, je pourrais peut-être le renforcer avec de la pierre. En réfléchissant à tout cela, j'ai épousseté les cheveux de Tifalisa. Seigneur Kuro, elle est devenue rouge vif et s'est tortillée. Peut-être n'aimait-elle pas qu'on lui touche les cheveux si brusquement. Mes excuses. Sur ce, j'ai parcouru rapidement les comptes. On est dans le rouge. Les stands de nourriture étaient plutôt rentables, mais à cause des nombreuses dépenses du ménage, le total était négatif. Même les gains de mademoiselle sœur aînée et de son groupe d'explorateurs étaient inférieurs à ceux du groupe de chasseurs de grenouilles. Oui, alors mademoiselle sœur aînée et les autres ont proposé une expédition dans la région des Mantes. Arrêtez ça, ils pourraient être blessés, voire pire. Elles avaient peut-être une armure décente, mais leur niveau n'était pas très élevé, donc elles auraient sans doute du mal à affronter les mantes religieuses ou les mantes de guerre. Mais il n'y a pas beaucoup d'emplois journaliers qui embauchent des femmes, et les salaires des autres petits boulots sont assez bas. Il faudra peut-être que nous inventions un produit commercialisable que les filles pourront vendre. Seigneur Kuro, peut-être pourrions-nous vendre les outils magiques fabriqués à Labyrinth City aux habitants de la capitale royale, et vendre des accessoires de ces derniers aux explorateurs de la première? C'était la suggestion d'Eleuthérina. Le commerce, hein? L'une d'entre vous a-t-elle de l'expérience dans ce domaine? Oui, Neru et 3 des autres filles qui gèrent les stands. Elle expliqua que 2 d'entre elles avaient des parents marchands, et que l'une avait elle-même été colporteuse. Si certaines d'entre elles avaient de l'expérience, elles s'en sortiraient probablement. D'accord, je vous confie, à vous et à la colporteuse, la responsabilité d'enquêter sur le marché. Avec plaisir, cela permettrait à la noble blonde de prendre des nouvelles de son grand-père,
ce qui ferait d'une pierre deux coups. Faites aussi venir les autres nobles du manoir. L'étude de marché sera plus facile avec plus de monde. Je pensais que cela permettrait à certaines des autres filles de retourner voir leur famille, mais le visage d'Eleuthérina s'assombrit. Peut-être pensait-elle que je cherchais une excuse pour les expulser définitivement? Je vous donne un mois pour l'enquête. N'oubliez pas de compter le temps de trajet aller-retour. Sur ce, la blonde esquissa un sourire soulagé. Je suppose qu'elle avait compris où je voulais en venir quand j'ai évoqué le retour. Tant que vous y êtes, essayez de trouver un domaine dans la capitale royale qui pourrait nous servir de base. C'était surtout pour que j'y place une plaque de sceau de retour. Seigneur Kuro, j'ai entendu dire qu'il vous fallait une licence commerciale pour vendre des outils magiques dans la capitale royale. Oh là là, vous avez raison. J'avais complètement oublié. La noble blonde acquiesça. Il faudra en obtenir une avant de commencer à commercer, alors. Si je demandais au roi en tant que Nanashi le héros, je pourrais probablement obtenir un certain nombre de licences, mais négocier directement avec lui semblait stressant. Je suis vraiment désolé. C'est bon, mon maître nous obtiendra la licence commerciale. Pendant mon séjour, je pourrais vendre à volonté des épées magiques artisanales de première génération. Elles étaient du même type que l'Akatsuki, l'épée magique que le vicomte Siemon avait montrée au général Ertal après l'avoir achetée aux enchères obscures de la vieille capitale. Après l'incident du Ludaman diabolisé, le général Ertal m'avait confié que peu de gens possédaient des épées de valeur en mithril ou en alliage de mithril, même dans l'armée royale, et encore moins des porteurs d'épées magiques. Devenir marchand d'armes ne m'intéressait pas, mais je me suis dit que je pourrais leur vendre des épées magiques pour protéger le pays des monstres. J'allais donc simplement leur vendre mes épées magiques artisanales, en gardant mes armes de guerre récupérées, comme de grands pistolets magiques et des canons magiques, cachés dans le stockage. J'avais beaucoup d'ailerons de poissons monstres et de poissons monstres géants, qui servaient à fabriquer des moteurs aériens pour avions et autres, donc je pourrais probablement vendre aussi des dirigeables et des moteurs. Si le transport aérien devenait plus courant, je pourrais voyager confortablement dans les airs sous ma forme habituelle de Satu. Et même si cela n'arrivait pas, je serais ravi que la distribution d'ingrédients rares se généralise. Mais je pourrais m'en occuper une fois qu'Eleuthérina et les autres dames auraient terminé leurs recherches. Je confierai à Paulina et Soumina la recherche de produits à Labyrinth City. Comme je l'ai dit, je consacrerai un mois à la recherche. Dans 2 jours, je t'emmènerai en ville avec ma magie de téléportation. Sois prête d'ici là. Une fois la conversation terminée, je me dirigeai vers le laboratoire du sous-sol. Commençons par les bases. Habillé à nouveau en Satu, j'enfilai une blouse blanche, savourant l'atmosphère scientifique tandis que je tentais de fabriquer des potions magiques à partir de plantes de Veria en suivant la recette de Monsieur Trasayuya. Très bien, ça a l'air de fonctionner. Même les meilleures potions de Veria n'étaient guère plus efficaces qu'une bonne potion de guérison de moindre qualité, et environ 10 à 20% moins efficace qu'une potion de même qualité. Mais la différence n'était pas suffisamment importante pour poser problème, car le véritable problème résidait dans le coût et la disponibilité des ingrédients. S'il était possible de préparer des potions à partir de Veria maléfique, cette plante géante semblable à la Veria qui poussait en abondance à l'ouest de Labyrinth City, il serait possible de produire une quantité quasi infinie de potions magiques. Mais cela ne figurait nulle part dans les recettes de Trasayuya. Il faudrait que j'expérimente plus tard. Remarquant la tablette que j'utilisais, le Lilil reprit son ton grossier habituel. Mais pourquoi diable utilisez-vous une tablette de transmutation humaine, Seigneur Satu? J'essaie d'adapter cette recette pour que les humains puissent la préparer avec ce genre de tablette. Vous changez la recette? Ses yeux étaient presque exorbités. La repoussant d'un sourire, je commençais à repenser au processus d'adaptation. Burke, je n'aurais pas dû m'embêter. C'était une telle entreprise que j'ai failli le regretter. Je prenais un processus de transmutation déjà complexe avec un équipement performant et j'essayais de le reproduire sur un équipement bien inférieur. Je savais donc que ce ne serait pas facile, mais c'était bien plus difficile que prévu. Une fois les simulations terminées, je me suis mis à travailler pour de vrai avec la tablette de transmutation. Parfois, les composants refusaient de se mélanger, parfois ils explosaient dans une bouffée de fumée toxique, et à un moment donné, ma concoction dégageait une odeur nauséabonde qui a failli nous assommer, le Lilil et moi. J'allais plus ou moins bien, mais j'ai quand même dû utiliser un antidote, tout usage pour la première fois depuis un moment. Cette lutte acharnée a continué pendant encore 2 heures. Finalement, j'ai réussi à préparer une fournée relativement réussie. Plus grand que Titraki, maître du portage, Titraki, réorganisateur, Titraki, chercheur de nouveaux chemins. Maintenant que j'avais trouvé une nouvelle recette, je voulais m'assurer que d'autres personnes que moi seraient capables de la transmuter et de l'alchimiser. Alors je me suis transformé en Kuro et suis allé chercher les alchimistes et les médecins parmi les filles. Incroyable. Dire que fabriquer des potions magiques à partir de Veria est réellement possible.
s'exclama l'alchimiste solitaire du manoir Ivy, surpris. Vous êtes incroyable, Seigneur Kuro. Les médecins et le Lilil me félicitèrent à l'unisson. Les étapes de préparation sont similaires à celles de l'onguent de Veria. Les médecins convinrent que cette recette était réalisable. D'ailleurs, l'onguent de Veria est un onguent utilisé pour désinfecter les plaies et arrêter les saignements, couramment utilisé par tous, des explorateurs les plus novices aux plus expérimentés. Je n'en avais jamais entendu parler jusqu'à présent, car il n'en était pas question dans le cours des explorateurs débutants. L'étape de transmutation est un peu trop difficile pour moi à mon niveau actuel. Après quelques tentatives, l'alchimiste m'appela. Effectivement, la plupart de ces tentatives furent des échecs, et celles qui réussissaient étaient de la pire qualité possible. Seigneur Kuro, je crus qu'elle allait abandonner, mais au lieu de cela, elle serra les poings. Accordez-moi un peu plus de temps. Je la maîtriserai dans 1 mois. Non, dans 15 jours. Très bien, on a plein de Veria, alors entraîne-toi autant que tu veux. J'ai donné à l'alchimiste un sac magique contenant de nombreux noyaux de grade 3 ou supérieur pour la transmutation. Je lui ai aussi donné des potions de récupération magique diluées. Quant à vous autres, veuillez préparer suffisamment de baumes de Veria pour Sumina et les autres explorateurs. Oui, Seigneur Kuro, les médecins semblaient avoir du temps libre. Il valait mieux les mettre au travail. Comme leur nom risquait d'être répandu comme créateurs de potions démoniaques, j'ai demandé à Tifalisa de leur donner de nouveaux noms, par précaution. Comme elles finiraient par reprendre leur vrai nom, je leur ai donné des noms par ordre alphabétique. Anne, Bess, Chris, Debbie et Emily. Ah oui, connaissez-vous une potion appelée encens monstre? Ma question désinvolte a fait se raidir toutes les filles. Je sais, vous n'êtes pas obligés d'en parler si vous ne voulez pas. Non, non, nous le ferons, ce péché est le nôtre. D'après l'alchimiste, les pillards avaient utilisé cet objet pour semer la pagaille. La recette avait été répandue dans les bas-fonds de Labyrinth City, par des cohortes de robes jaunes, le même démon à la peau jaune qui avait appris aux pillards à cultiver les ingrédients de la potion démoniaque. Pilleurs et démons étaient toujours en train de comploter. On vous a simplement forcé à la préparer. Je ne vous dis pas de l'oublier, mais ne la laissez pas vous peser. Toute la faute incombe aux pillards, pas à vous. Je réconfortais les filles, qui retenaient péniblement leurs larmes, et ne quittaient le manoir du Lierre qu'après s'être calmées. Ma potion de Veria révisée risquait d'avoir un impact considérable sur Labyrinth City, alors je prévoyais d'attendre le bon moment pour la distribuer. J'ai demandé à Tifalisa d'utiliser « Ordre des noms » pour me donner le faux nom de Tsarayuya, une imitation de Trasayuya le sage, pour la publication de la recette. Aujourd'hui, pour le bénévolat, on nettoie les aqueducs. Oui, madame, les enfants ont tous agité leurs ustensiles de nettoyage et ont applaudi avec enthousiasme en réponse aux cris de ralliement d'Arisa. Puisque nous avions obtenu la permission de nettoyer les aqueducs, nous avons décidé de nous y mettre immédiatement. Il serait dangereux de laisser les enfants et les personnes âgées de la soupe populaire faire le ménage seuls, alors j'ai engagé les filles des immeubles du centre-ville en renfort. J'en avais parlé à Nehru ce matin, mais il y avait plus de monde que prévu. Malgré la maigre rémunération d'une pièce de cuivre par personne, elle semblait toute prête à aider. C'est un outil étrange, jeune maître. Nehru, la rouquine, observait avec curiosité l'un des ramasseurs d'ordures que j'avais construit à la hâte. Les stands iront bien sans vous, mademoiselle Nehru? Juste, Nehru, ça suffit, monsieur. Les autres filles sont là aussi. Ça ira, je me suis dit que je viendrais donner un coup de main, vu que je peux utiliser la magie du quotidien et tout ça. Mon titre était passé de « jeune maître » à « monsieur », mais j'ai décidé de ne pas commenter. Pratique, hein? Moi aussi, je veux ramasser des trucs. Attendez votre tour. Les vieux comme les enfants semblaient impressionnés par les ramasseurs d'ordures. On aurait dit qu'elles s'amusaient à déblayer les aqueducs. Il me faudrait fabriquer d'autres ramasses-ordures pour le lendemain, car elles étaient plus utiles que prévu. Monsieur, enfin, jeune maître. Cet outil vient d'un pays étranger, n'est-ce pas? Ah bon? Ouais, je ne suis pas. Je n'en ai jamais vu. Les filles des immeubles s'approchèrent de moi, s'efforçant de rester polies. Si tu tires sur cette ficelle, les trucs au bout se ferment. C'est trop cool. Excuse-moi, jeune maître. Ça te dirait qu'on fabrique quelque chose de similaire à ces ramasse-ordures et qu'on les vende? Tandis que Nehru continuait à contempler le ramasse-ordures avec admiration, une autre fille, l'air sérieux, m'aborda avec une proposition. Bien sûr, c'est parfait. Si tu trouves des branches creuses comme ça devrait être assez facile à fabriquer. Cependant, comme le manche de ce ramasseur de déchets était fin mais robuste grâce aux perles d'esprit des arbres, elles allaient devoir utiliser des composants différents. Ça devrait aller, je connais un marchand de bois qui vend du bambou fin. Si les filles avaient un nouveau produit à vendre, ce serait certainement une bonne chose. Elles pourraient même progresser en cours de développement et acquérir des compétences de création. À quelques incidents mineurs près, le nettoyage de l'aqueduc se déroulait sans problème. C'est une sacrée quantité de déchets.
Qu'est-ce qu'on va en faire? Les brûler? Il y a une décharge à l'extérieur de la ville, on nous a donc dit de les jeter là-bas. Un fonctionnaire me l'avait dit lorsque j'étais allé demander l'autorisation la veille. Nous avons utilisé la technique des vagues humaines pour transporter les déchets hors de la ville. Quel gouffre! À environ 35 mètres de la porte sud, le trou mesurait près de 9 mètres de circonférence et 3 mètres de profondeur. Le vice-roi engage des utilisateurs de magie de la Terre pour refaire ce trou une fois par an. Waouh, c'est intéressant. Ce secret nous venait d'un des anciens qui avait aidé à transporter les ordures. Personne n'essaie de fouiller les poubelles? Non, monsieur, il y a des boues au fond. Effectivement, je voyais des boues grises frétiller au fond de la fosse. Il fallait utiliser des boues pour éliminer les déchets alimentaires, les restes, etc. Expliqua le vieil homme, sinon la fosse déborderait immédiatement. J'avais cru que tout le monde jetait ses déchets dans les aqueducs, mais apparemment, ce n'était pas le cas. Une fois les ordures jetées, nous avons distribué des récompenses à une certaine distance de la décharge. Waouh! Ces gouttes d'huile de poisson sont délicieuses. J'ai distribué les friandises aux filles du taudis ainsi qu'aux bénévoles. Ouais, mais je ne sais pas. J'ai tellement faim que je pourrais manger un cheval. On a aussi des biscuits. Une fille affamée s'est plainte avec une formule désuète, alors j'ai offert des biscuits et de la viande séchée aux dames. Nehru, le nettoyage de l'aqueduc va durer plusieurs semaines. Puis-je vous embaucher tous pour continuer à nous aider? D'accord, mais, ça va aller, monsieur? Nehru parut hésitante. Elle se demandait probablement si je pouvais payer tout le monde, car cela représenterait environ une pièce d'or tous les 3 jours. D'accord, ne vous inquiétez pas pour les dépenses. Je souris à Nehru pour lui témoigner ma gratitude. Payer une dizaine de pièces d'or pour un mois, ce n'était pas grand-chose. On ne pouvait pas faire grand-chose en une seule journée de nettoyage, mais si on continuait comme ça pendant un mois, la qualité de l'eau de la ville s'améliorerait considérablement. Il faut prendre son temps avec ce genre de choses. Je croyais qu'il y avait moins d'imbéciles qui apportaient des fruits de gabot dans le labyrinthe, mais maintenant, ces salauds utilisent de l'encens de monstre. On ne manque pas d'idiots, j'imagine. Après la séance de nettoyage de l'aqueduc, je suis allé voir le maître de guilde pour lui raconter les rumeurs que j'avais entendues à propos de l'encens des monstres, de la guerre, etc. Elle connaissait déjà ce dernier point et semblait même mieux informée que moi sur les effets de la guerre, allant même jusqu'à me mettre en garde contre toute tentative d'enrichissement rapide. Il arrivait parfois que des explorateurs malhonnêtes introduisent illégalement des fruits de gabot dans le labyrinthe afin d'inciter les demi-gobelins à se multiplier. Mais la plupart du temps, cela se terminait par la destruction des groupes d'explorateurs par un raz-de-marée de demi-gobelins se multipliant de façon incontrôlable. C'est tout ce dont vous aviez besoin de parler? Apparemment, le maître de guilde avait compris que j'allais faire une demande de collecte. En fait, je souhaite lancer une demande d'ingrédients pour une potion de boisson d'Ogred. Serait-il possible de la partager avec la guilde? Pour la fille du vice-roi? Non, c'est à cause de ce salaud de Duke Eli, n'est-ce pas? Tu devrais choisir tes amis avec plus de prudence, Satou. Le maître de guilde semblait lui aussi détester le baronnet Duke Eli. C'est surtout pour la fille du vice-roi. J'ai invoqué ma compétence, fabrication, pour justifier cette demande. Le maître de guilde a soupiré. Vous êtes vraiment trop gentil, a-t-elle grommelé. Vous fournirez l'argent, je suppose? Bien sûr, je paierai les frais à l'avance. Je lui ai donné un sac contenant le paiement de la demande ainsi que la retenue. En fait, j'aimerais aussi faire une autre demande. Vous voulez acheter des parchemins magiques du labyrinthe? Comme j'avais reçu des parchemins du labyrinthe du baronnet Duke Eli la veille, j'espérais avoir de nouveau de la chance. Et vous offrez 10 pièces d'or pour chaque parchemin, quel que soit le type de magie. Le maître de guilde a regardé ma demande personnelle avec des yeux écarquillés. C'était certes une somme élevée comparée au prix du marché pour la plupart des parchemins, mais les parchemins magiques intermédiaires pouvaient valoir 5 pièces d'or ou plus, alors je ne trouvais pas cela trop exorbitant. De plus, 10 pièces seulement étaient un prix modique pour élargir mon arsenal de sorts. Cependant, comme les parchemins magiques étaient à usage unique pour le commun des mortels, cela devait paraître un passe-temps ridicule. Je paye une pièce d'argent pour des parchemins d'occasion, par contre. Et je n'achèterai pas de doublons ni de marchandises. Mon Dieu, vous êtes un drôle de type, c'est sûr. Vous êtes bavard, maître de guilde. Quand retournez-vous dans le labyrinthe? Demain. TCH, je suppose que je ne peux pas vous inviter à boire un verre ce soir, alors. On ira boire un verre dès votre retour, vous m'entendez? Le maître de guilde avait l'air grincheux, alors je répondis, oui, bien sûr, avec un sourire et je quittai son bureau. S'il vous plaît, accordez-nous juste 3 jours, on paiera les intérêts, promis. En passant devant la réception au rez-de-chaussée, j'entendis les voix affolées de 2 femmes. Désolé, mais je travaille ici. Je dois suivre le règlement. C'était le couple des belles ailes qui suppliait l'employé de la guilde, et on aurait dit qu'il cherchait à obtenir plus de temps pour rembourser quelque chose. Je peux les remplacer pour l'instant, si ça vous va, ai-je proposé.
Ces deux-là étaient des visages familiers, et ils ne semblaient pas du genre à fuir une dette. J'ai décidé d'intervenir en leur faveur. Monsieur, on ne peut pas vous causer d'ennuis comme ça. Les intérêts pour un trimoun sont de 2 pièces d'argent au total pour le couple. L'employé de la guilde m'a indiqué le prix, ignorant complètement leurs protestations. C'était un habitué de mes beuveries avec le maître de guilde. Il devait savoir que j'achetais souvent des boissons et des encas coûteux. Il s'est probablement dit que je pouvais facilement me passer de 2 pièces d'argent. Dès que j'ai payé, merci, monsieur. Oh, monsieur, on vous doit vraiment beaucoup. Les 2 femmes se sont accrochées à moi et ont gémi de gratitude, rendant la situation assez gênante. Même avec mon talent de poker face, j'étais douloureusement consciente des regards curieux des autres explorateurs et employés. Je ne pouvais plus supporter toute cette attention, alors j'ai proposé d'écouter leurs problèmes dans un bar voisin. Vraiment, on ne vous remerciera jamais assez, monsieur. Vous nous avez sauvés de l'esclavage, vous savez. On vous est tellement reconnaissant, on vous offrirait volontiers la pureté de Jenna si vous le souhaitez. Pourquoi moi, et la vôtre, Irunia? Ouais, c'est ça. Pourquoi voudrait-il la mienne? Les 2 femmes se sont finalement calmées et ont commencé à plaisanter. Mon écran de réalité augmentée m'a rappelé que la charmante s'appelait Irunia, tandis que la belle s'appelait Jenna. Voici le plat du jour du chef et de la bière, a dit la serveuse amicale en nous apportant nos plats. Je lui ai donné un gros pourboire et j'ai commandé une autre tournée. Waouh, des écrevisses bouillies. Je n'en ai jamais mangé. Tu es sûr de vouloir nous offrir un repas aussi raffiné? Pas de problème. J'ai étanché ma soif avec de la bière, puis j'ai dévoré l'écrevisse bouillie, qui ressemblait à une langouste géante. C'était un peu salé, mais savoureux. Le chef semblait plutôt doué. C'est tellement délicieux, j'ai du mal à y croire. Ouais, on est loin des biscuits durs et de la viande séchée qu'on mange toujours dans le labyrinthe. Le couple faillit retomber en larmes en engloutissant la chair d'écrevisse. Mais ils ne la mangèrent pas, carapace comprise, comme les filles bêtes. On n'est pas censé boire de la bière si délicatement, monsieur. Me gronda Jenna des belles ailes tandis que je prenais une petite gorgée de cette bière désagréablement aigre en essayant de ne pas froncer les sourcils. Il faut la boire d'un trait et sentir ce picotement dans la gorge. Elle semblait être une vraie passionnée de bière. Monsieur, vous pouvez ignorer la soi-disant sagesse de Jenna. Oh, allez, Irunia. C'est toi qui ne cesses jamais de parler de la bonne façon de griller la viande. Pendant qu'ils échangeaient des plaisanteries amicales, nous savourâmes les autres plats. Quand je les ai vus regarder tristement leur verre de bière vide, je leur ai dit qu'ils pouvaient se resservir à volonté. Mais c'était peut-être une erreur. Vous n'allez pas le croire, monsieur. Ces crétins de Silverlight sont tellement méchants. Avec une beauté ivre à ma droite et un charmeur aux yeux embués à ma gauche, j'ai essuyé des plaintes concernant la fête de Silverlight. On est finalement parti en expédition, mais on s'est retrouvé coincé à démonter des pièces de monstres, à jeter des ordures et autres petits boulots du genre. Ils ne nous ont pas laissé chasser un seul criquet du labyrinthe. Ouais, ils nous ont juste traités comme de vulgaires porteurs. Enfin, techniquement, on était invités en tant que porteurs, mais quand même. On nous a dit que même les porteurs pouvaient parfois chasser des proies traînantes. On ne peut rien y faire, par contre. Ils nous ont dit qu'ils voulaient plutôt entraîner leurs nouveaux, tu sais? Je me suis brièvement rappelé la scène entre la fête de Silverlight et les belles ailes que j'avais vues par hasard dans le labyrinthe. Ils ont dû être assez malheureux pendant toute l'expédition. Leurs plaintes m'ont submergé comme une cascade. Pourtant, en tant que programmeur au Japon, j'avais souvent entendu les plaintes de Monsieur Tubb et de mes autres supérieurs. Ce n'était rien en comparaison. Tout ça parce que cet abruti de Besso a essayé de voler la boule de gelée royale, tu vois? Ouais, sans cet idiot, on ne serait pas obligé de payer une amende pour ce stupide saccage en chaîne. Ah, la cible de leur plainte est passée de Silverlight à Besso. Si je me souviens bien, c'était le même type qui avait encore causé un saccage en chaîne pour la fête de Monsieur Cochin l'autre jour. Certaines personnes n'apprennent jamais. Il aura ce qu'il mérite tôt ou tard, j'en suis sûre. Ouais, tu l'as dit. Qu'il se fasse bouffer par des monstres. Du coup, j'ai fini par boire avec eux tandis qu'ils se plaignaient jusqu'au bout de la nuit, jusqu'à ce que l'alcool finisse par les endormir. Les regards des explorateurs à proximité semblaient susciter la question, lequel va-t-il ramener à la maison? J'ai donc contacté Arisa et les autres avec le sort de magie spatiale téléphone pour qu'ils viennent nous chercher. Coupable, tu as du culot d'appeler tes femmes sur les lieux de ton infidélité. Des femmes? Depuis quand? Mia et Arisa plissèrent les yeux en regardant le duo de belles ailes ivres. Lisa, Nana, pouvez-vous m'aider? Compris. Oui, maître. Je ne savais pas où ils habitaient, alors nous avons fini par les charger dans une calèche pour les ramener au manoir avec nous. Nous avions des chambres d'amis libres, ils pouvaient y dormir. Tous les deux? Vraiment? Bien joué, mon garçon. Rejetant d'un revers de la main les commentaires des explorateurs ivres, je suis monté dans la calèche. Puis, sur le chemin du retour, j'ai rassuré Arisa et Mia, furieuses, laissant la brise du soir dissiper mon ivresse.
En regardant la rue, où il n'y avait plus d'enfants dormant dans les ruelles, je me suis senti un peu accompli en rentrant au manoir. Je pense que je dormirai bien cette nuit.